des grosses quiz. Ça change, hein? Ben oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous propose de partir à la rencontre de Lucas Euzet. Premier français lors de la phase d'Open 2021, puis troisième sur l'écart, il décroche cette année son ticket pour les demi-finales en individuel, mais aussi avec la team CrossFit Genas. Il nous partage aujourd'hui son quotidien d'athlète de haut niveau, sa vision de l'entraînement et de la performance, mais aussi ses objectifs pour la saison et les années à venir. Salut Lucas, je suis ravie de te recevoir sur ce 29e podcast de la série. Je suis dans ma lancée, tu vois, après Alexandre Pinsol on va dire de leader français sur la période d'Open qui vient de se passer. Donc c'est assez cool. J'avais eu beaucoup de coachs. Maintenant, j'ai un peu plus d'athlètes, on va dire. Donc voilà, bienvenue sur l'épisode. Et ben, merci à toi. Merci à toi. Et ma toute première question, je demande toujours à peu près la même chose. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Moi, c'est Lucas Euzet, j'ai 26 ans, je suis lyonnais de souche. Et après, sur mon parcours en général, moi, j'ai attaqué au niveau du sport, j'ai attaqué sur pas mal de rugby pendant plus de 10 ans. Et après, je suis parti dans le crossfit. Un peu le schéma classique, j'ai envie de dire, des rugbyman, c'est les petites blessures, tu découvres le crossfit, puis tu y prends goût et du coup... t'as le côté compète qui rentre en jeu. Et sinon, sur le côté pro, je suis un peu plus, ouais, j'ai fait aussi un peu une reconversion, si on peut dire comme ça. J'étais avant boulanger, tu vois, je suis parti de l'école, j'étais pas trop scolaire, du coup, j'ai dit, je fais un apprentissage. Puis je me suis lancé là-dedans, et puis au bout de 5-6 ans, je me suis dit, c'est pas trop fait pour moi de faire toujours la même chose. Du coup, j'ai dit, allez, je pars dans le coaching, j'avais des opportunités un peu avec des collègues, donc j'ai découvert le métier, puis je me suis lancé schéma classique, BPGEPS, et après, j'ai fait mes armes tranquillement, quoi. Donc voilà. Ok, super. Bah, écoute, tu réponds à ma question suivante. J'allais te demander en gros comment tu avais découvert le CrossFit et si tu avais un passé sportif particulier. Donc, si je comprends bien, tu viens effectivement du rugby. Tu disais que tu t'étais peut-être un peu blessé. Est-ce que c'est des choses des grosses blessures qui t'ont handicapé dans ton début de carrière Ouais, ou pas forcément? En fait, c'est plus dans mon envie que ça m'a fait changer. Si tu veux, j'ai eu les ligaments croisés au rugby. Et quand je suis Mm. revenu, tu sais, j'étais un peu au top de ma forme. J'étais dans un bon mood, j'avais une bonne équipe, capitaine d'équipe, je me sentais bien. Et au bout de trois matchs de la saison, ça m'a coupé l'herbe sous le pied, la blessure. Du coup, quand je suis revenu la saison d'après, j'avais moins le goût de mettre la tête dedans. Je pensais plus à me dire, purée, ça se trouve, je vais me faire mal. Ou, du coup, j'y allais un peu en reculons. Puis j'étais plus trop dedans. Du coup, j'ai découvert le CrossFit et puis après, bah, c'est parti, quoi. Je me suis lancé là-dessus, hein. Mm. D'accord. Pas de bobo aux épaules parce que rugby, souvent, Non, enfin, non, pour franchement, avoir les vu pas épaules, mal ça de allait. rugbyman dans les salles, en général, ils ont débuté, tu sais, ou des choses comme ça, ça a mal fini sur les épaules, quoi. Ouais, non, franchement, les épaules, ça allait. Il y a toujours eu un peu des petites douleurs, mais moi, c'était plus c'est le genou qui a morflé, c'est pas l'épaule. Donc ouais, niveau des épaules, ça va bien. Bon, tant mieux. On peut pas tout avoir, hein. C'est sûr, c'est sûr. Euh, du coup, où est-ce que tu t'entraînes actuellement? Tu es toujours dans la région lyonnaise, hein. Je te dis, hein, je t'ai bien stalké, donc je suis à peu près au courant de plein de choses, mais bon, je te laisserai rentrer un peu dans le détail. À quelle fréquence tu t'entraînes et du coup, est-ce que tu suis une programmation? Est-ce que tu es coaché, etc. Enfin bref, en gros, ton quotidien d'athlète, quoi. Bah, mon quotidien d'athlète, ouais, je suis toujours sur Lyon. J'ai fait plusieurs box. J'ai attaqué à Villeurbanne, après je suis parti sur Villefranche, à Mirage. Ensuite, je suis allé à CrossFit Lyon, CrossFit Manaka. Puis là, CrossFit Jeunesse, du coup, dans la box de Flo et Kako, qu'on ne présente plus trop normalement. Et au niveau de la du coup, je suis la programmation de Flo. Donc, Flo qui a la programmation Fit Process. Et je la suis depuis que je suis à Lyon. Lui, il bossait avant à Lyon et depuis ce moment-là, enfin, je l'ai suivi, j'ai jamais lâché sa programme. Donc, tu vois, je le suis depuis, on va dire, c'était 2018. Donc, ouais, ça fait 3 ans, plus de 3 ans maintenant. Et ça se passe bien, j'ai toujours progressé. Donc, tu vois, on change pas une équipe qui gagne, on s'entend bien. Donc, c'est cool.
Alors, 3 ans, c'est bien, hein, c'est un Mm. petit peu alors, à contre-courant, on va dire, comment dire, de la norme qui veut qu'en général on suit une prog et puis on en change très régulièrement. Bon, après, cela dit, je suis pas sûre que sur les athlètes de haut niveau ce soit tellement le move, puisqu'en général ils ont soit leur coach perso, soit une programmation sur mesure, soit voilà justement des process qui s'inscrivent un petit peu plus dans la durée. Donc, ok. Et tu t'entraînes du coup à quel. Au niveau de la fréquence, je m'entraîne, on est à 6 entraînements par semaine et en général, on double dans la journée pour pouvoir bien mettre l'intensité qu'il faut sur les sessions. Mais ouais, avec Flo, on équilibre bien ça, donc c'est cool. Puis l'avantage, c'est qu'on est monté crescendo en volume, il sait bien nous adapter et nous suivre. C'est aussi l'avantage, tu vois, je rebondis sur la question d'avant, d'être régulier sur, tu vois, ça fait 3 ans, donc d'être régulier sur la programmation, suivre la même pendant 3 ans, ça permet vraiment d'évoluer progressivement et de pas brûler d'étapes ou de repartir à zéro et disons, de pas être régulier, quoi, pour faire simple. Ouais. Bah, puis Mm. j'imagine que du coup Flo il te connaît bien aussi, donc Mm. même en termes de reco, de coaching, etc. Tu t'es pas sur la même relation au bout de 6 mois qu'au bout de 3 ans, quoi. Ah bah oui, carrément, carrément. Je trouve que c'est un plus aussi ça. Quand tu sais, c'est un peu, c'est plus un ami enfin, c'est un coach, mais surtout un ami, tu vois. Donc l'avantage c'est qu'après il te connaît un peu plus, enfin il te connaît par cœur et puis tu peux plus facilement dire les choses, plus facilement échanger. Donc c'est cool, ouais. Mm. C'est une question que j'avais pas mis dans ma petite liste, mais du coup ça m'y fait penser par rapport à ce que tu dis. Tu vois, j'ai quand même pas mal d'athlètes sur le podcast et effectivement, bah, tous n'ont pas de coach. C'est pas toujours volontaire, hein. Souvent c'est juste des raisons logistiques, ou alors ils ont des coachs, tu vois, qui sont pas forcément dans leur salle, donc qui font tout à distance. Il y a aussi beaucoup d'athlètes quasi autodidactes, on va dire, tu vois, qui s'entraînent tout seuls dans leur salle et qui adaptent même leur programmation. Euh, Est-ce que, enfin, j'ai une petite idée, mais quel avantage toi tu retires justement d'avoir ton coach au quotidien sous la main est-ce que c'est de l'adaptation de ton programme? Est-ce qu'il te challenge? Ouais. Est-ce que même sur la partie plus mentale ou autre, Mm. motivation, j'en sais rien. En fait, moi, de base, au début, j'adaptais un petit peu ma progrès. Je prenais un peu des trucs de bergeron, je faisais ce que j'avais besoin de travailler et tout. Et quand je suis arrivé à CrossFit Lyon, là où j'ai trouvé quelque chose de fou, c'est que ça me permettait de déconnecter, d'avoir quelqu'un qui te dit, bah, aujourd'hui, t'as ça, ça, ça à faire. Enfin, on peut dire un peu au début, c'est faire le robot, mais au moins, tu sais que tu te tiens à la chose et t'esquives pas un peu les trucs où t'es fatigué et que t'es pas très bon et que tu veux, enfin, disons tout simplement ouais, les esquiver. Donc, grâce à ça, moi, ça m'a permis vraiment de me fixer un peu une ligne directrice et de m'y tenir et de pas lâcher l'entraînement. Donc, de mon côté, c'est plus pour ça que j'ai un coach et que je suis pas autodidacte. Je pense que je serais moins bon si j'avais fait ma programme tout seul, tu vois. C'est vraiment cette force là-dessus, voilà. Ouais, bah, programmer pour soi-même, c'est un exercice difficile, hein. Même si tu Mm. arrives à prendre à peu près le recul, effectivement, je me dis que sur une Mm. année, tu peux pas être constant. Il y a des moments où tu es un peu plus dans le dur et qu'avoir quelqu'un, c'est quand même important, quoi. Ouais, carrément. Puis comme tu me disais, la force aussi, c'est d'être régulier, c'est qu'il peut adapter. Il y a des choses, on sait que à des moments de l'année, c'est bien d'aller un peu plus cool et de bosser plus ses faiblesses. Et au contraire, ben, quand on en chie un petit peu, il dit là, faut que tu fasses l'effort, il faut que tu ailles chercher ça, ça, ça. Si tu veux passer un autre palier, ben, faut que tu t'ajoutes des renforts sur tes points faibles et que tu bosses un peu plus le jeudi sur ton jour le plus cool, de bosser un peu plus ton point faible. Donc ouais, c'est vraiment une force d'avoir quelqu'un en plus qui te chapeaute, quoi. Hmm. Ok, bon, super. Bah, du coup, je rebondis un petit peu sur cette idée-là, puisque tu t'as parlé de Flo du coup au quotidien, donc ok. Il y a Carole aussi, avec qui tu t'entraînes régulièrement. Il y a Julie aussi, qui t'accompagne, hein, me semble-t-il. Oui, On l'a c'est ça. tous compris sur les réseaux sociaux et sur les vidéos du French Invitational, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Bah, du coup, d'être entouré de tous ces gens-là qui sont eux aussi pour ce que moi j'appelle à haut niveau, même si dans le CrossFit on n'a pas forcément les mêmes institutions fédérales, donc c'est voilà. Enfin, je vous estime à haut niveau, disons en tout cas avec mon regard. Est-ce qu'avoir tous ces partenaires d'entraînement là autour de toi au quotidien, c'est une force? Et est-ce que tu penses que ça peut booster justement un peu votre progression, donc à vous tous, mais à toi aussi à titre perso? Ouais, carrément. Carrément, parce que, en fait, pour retourner un peu dans le passé, moi, quand j'étais sur CrossFit Mirage, sur Villefranche, et je m'entraînais un peu tout seul, en plus du WOD. Je faisais le WOD de la salle, deux, trois blocs en plus, le schéma classique, quoi. Et je me suis dit, ben, maintenant, je veux passer un autre palier, donc je veux aller voir des compétiteurs. Moi, je savais qu'il y avait Carole Castellani
athlète française qui était quand même dans le top français, qui était à CrossFit Lyon. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais changer, je vais aller là-bas pour aller chercher justement des gens qui vont me tirer vers le haut. Et moi, je connaissais pas Flo encore, hein. Je suis arrivé là-bas, je savais même pas qui c'était, tout ça, mais je me suis dit, je vais aller là-bas pour m'entraîner avec eux et me tirer vers le haut. Et du coup, on a gardé ça, le fait de s'entraîner ensemble, de suivre la même programme. On est toujours chacun a ses points faibles, ses points forts, et du coup, ça tire les autres vers le haut. Quand c'est le cas de, par exemple, je prends l'exemple, mais Carole qui est très forte en gym et qui va être très à l'aise sur du handstand wall, des trucs comme ça, je vais essayer d'aller me challenger pour la chercher. Et elle, je pense la même chose, peut-être sur, je sais pas, d'autres exos. Du coup, ouais, c'est vraiment une force. Et après, d'être avec Julie en couple, l'avantage, c'est qu'on partage la même chose et que du coup, tu comprends l'autre, l'autre te comprend, tu peux plus facilement mettre ton environnement disons, à l'effort et à la programmation de CrossFit qui est quand même lourde, hein, parce que tu vois, tu disais de haut niveau. C'est vrai que nous, on n'a pas ce statut de haut niveau, mais c'est vrai que sur les entraînements, on a un volume qui est quand même un peu similaire, quoi. Oui, et puis j'imagine même en termes de vie familiale ou de vie de couple, même en termes de rythme, quoi, tu vois, sur la fréquence des entraînements, l'heure à laquelle vous rentrez, peut-être aussi le soir, la façon dont vous mangez, tu vois, tout est un petit peu quand même, tout tourne autour de ça. Donc j'imagine que c'est un point fort aussi d'avoir quelqu'un qui le comprend bien, voire même qui a les mêmes contraintes, parce que ça te paraît moins sacrificiel, tu vois, j'imagine, puisque voilà, c'est votre quotidien, point barre, quoi. Ouais, carrément, c'est ça. Puis là, après, l'avantage qu'on a eu, tu vois, avec le confinement, c'est, si on peut dire ça comme ça, vu qu'on a eu moins de boulot, qu'on a été un peu enfin pas boycotté, mais coupé de notre boulot par l'État, tout ça. Bah l'avantage, on avait un peu de matos à dispo, on pouvait quand même aller dans des salles vu qu'on bossait dans des salles. Donc on a pu vraiment se reposer, manger comme il faut, s'entraîner plus, récupérer mieux. Donc tu vois, ça a été un peu une force et le fait de partager ça ensemble, on s'est un peu toujours tiré vers le haut. Quand il y en avait un qui voulait moins s'entraîner, l'autre le tirait et puis vice versa. Donc ouais, c'est vraiment une force. Hmm. Ouais, bah, c'est ce que tous les athlètes de tous les sports disent, hein, qu'il faut un village pour faire un athlète. C'est vraiment ça, je pense, hein. Bon, alors, il y a aussi la partie encadrement santé, on va dire, kiné, ostéo et compagnie. Mm. Mais je pense que déjà, quand tu as ton environnement, que ce soit ton conjoint ou même ta famille, hein, je pense quand tes parents ou tu as des frères et sœurs qui comprennent, qui te soutiennent, qui t'encouragent, qui viennent te voir en compète et tout, c'est toujours mieux que quand tu t'assois, j'imagine, le dimanche autour de la table et que tout le monde te prend pour un fou furieux parce que personne, voilà, Ouais. même s'ils n'ont pas la même passion, qu'ils n'ont pas de passion tout court, tu sais, et que du coup, tu as vraiment l'air d'être un alien et que Ouais, tu je vas vois. dire, ouais, j'ai fait premier français et tout le monde s'en fout, quoi. Ouais. Non, mais t'as raison, hein, l'environnement, c'est une grosse part de la performance, hein. Quand t'as vraiment tout le staff qui est là, des gens derrière toi. Après, il y a aussi, bah, il y a cet environnement, mais le fait toi aussi, il faut avoir la tête sur les épaules. Ces gens sont là, mais tu vois, c'est pour partager toujours des bons moments. C'est pas non plus, enfin, faut profiter de tout ça, tu vois. Donc c'est sûr que c'est vraiment cool. Ok, top. Tu as déjà aussi un petit peu répondu, mais je me demandais ce que tu faisais niveau professionnel. Bon, la plupart des très bons athlètes sont aussi coachs, hein, parce que c'est vrai que ça aide quand même d'avoir accès aux salles, d'avoir du temps, etc. Enfin, du Mm. temps. Je dis ça, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui me mettraient parce que bon, quand tu coaches, t'as pas forcément beaucoup de temps, Ouais, c'est ou sûr. en tout cas du temps très dispatché dans la journée, donc voilà. Mais en gros, hors de ta vie d'athlète, comment t'occupes tes journées et est-ce que tu as des activités ou des projets pro en cours? Bah, moi, tu vois, enfin, pour la faire un peu repartir sur les bases, quand j'ai attaqué le coaching, en fait, je faisais juste un peu de CrossFit comme ça. Donc, en fait, je me suis vraiment centré sur le métier de coach, plus dans le fitness. Donc j'ai vraiment développé un peu tout le côté animation que tu peux retrouver dans les cours de Les Mills, quand tu peux retrouver dans les cours de Pilates, des choses comme ça. Et petit à petit, bah tu vois, j'ai franchi pas à pas un peu plus le milieu du CrossFit. Donc j'ai commencé à coacher un peu dans le CrossFit, à moins coacher dans le fitness. Et ma santé s'en est même, enfin ça a préservé un peu ma santé dans le sens où quand tu te butes au cours de fitness, tu finis tes semaines, tes journées, t'es rincé. Donc ça m'a aidé petit à petit à progresser dans le CrossFit, le fait de réduire le fitness. Et après, ben maintenant, je bossais que dans une salle de CrossFit principalement. J'ai toujours gardé 2-3 cours de pilates, tu vois, dans une salle de fitness, mais c'était vraiment léger. Et du coup, là, j'ai pris un petit virage sur le deuxième confinement où j'ai arrêté de bosser en salle et je me suis plus dit, je vais agencer mes journées comme je veux avec des coachings. Et là, c'est vraiment une force d'avoir une bonne clientèle, d'avoir des gens que j'ai déjà coachés qui reviennent me prendre des séances, qui s'entretiennent grâce à mes coachings, tout ça. Donc, tu vois, j'ai des coachings éparpillés dans la journée, dans la semaine. Et sinon, j'ai gardé le vendredi matin des cours de pilates, un peu dans ma salle de fitness où j'ai un peu tout appris. Donc
Donc voilà, comment s'agence ma semaine. Et sinon, le côté pro, pour l'instant, je suis plus focus sur la team et l'entraînement que sur développer des projets pro. Mais bon, il y a toujours deux, trois petites choses avec Fit Process, avec H2O. Ah oui, j'ai pas parlé d'H2O, tu vois. H2O, en fait, en fait, on fait des stages, on fait des petites programmations pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément l'âme d'un athlète, mais qui veulent s'améliorer, tu vois. S'améliorer sur l'haltéro, s'améliorer sur la gym, tout ça. Donc, on fait des petits stages de perfectionnement le week-end. Donc, on développe un peu ça en parallèle, mais disons que c'est gentillet pour le moment, quoi. Ouais, c'est Voilà. ponctuel. Mm. Ok, cool. Je reviens du coup un petit peu plus voilà, sur le sujet qui va t'intéresser, je pense, c'est Open et quart de finale CrossFit, hein, parce que c'est vraiment l'actu. Bah, juste pour commencer, quelles sont tes impressions, toi, sur la phase d'Open, puisque c'est un nouveau format, forcément, puis en plus, format qui a certainement dû être revu un peu à la hâte à cause du Covid. Puis bah, la phase de quart qui ont suivi, en gros, voilà, comment tu l'as vécu, quand il y a eu toutes les annonces, voilà, comment tu l'as perçu? Ben, moi j'ai vraiment bien aimé ce format un peu crescendo de Open, Car, et puis là il va y avoir les demi, tout ça. Parce que l'Open était vraiment particulier en France parce que tout le monde n'avait pas accès, disons, à tout le matos. Donc, on a pu quand même partager des choses avec toutes les personnes qui font du CrossFit, dans le sens où il y avait des extérieurs, c'était des WOD qui étaient quand même simples pour commencer. Et bon, après, il y a eu quand même le troisième où il fallait plus de matos pour le faire. Mais j'ai vraiment bien aimé. Après, on a fait un peu comme tout le monde, un peu tous les athlètes. On savait qu'il y avait de la marge pour se qualifier, donc la grosse préparation était pour l'écart. Sur la préparation, Flo, il nous avait au début vraiment orienté sur les Open, avant qu'on ait toutes les infos. Et quand il a su qu'il y avait 10% et qu'après ça se jouait au quart, là, on a vraiment remis les bouchées doubles sur l'entraînement et on s'est plus mis en ligne de mire les quarts que les Open. Donc moi j'ai vraiment bien apprécié les Open, puis ça m'a vraiment, enfin c'était satisfaisant de finir quand même premier français, sachant que on n'était pas non plus tous à 200%, donc ça m'a vraiment conforté dans la préparation. Tu vois, je me suis dit, vu il y a eu zéro compétition, on sait pas le niveau de tout le monde, on sait pas qui est en forme dans la France, on sait pas qui est en forme en Europe, dans le monde. Donc, on savait que les Open, ça allait être un peu le tranchant. Donc, d'être à ce niveau-là, ça m'a réconforté et je me suis dit, bah, pour l'écart, je vise vraiment les demi et le top 60 Europe, quoi. Ouais, c'était ma question également. Du coup, avant de démarrer les Open, après l'annonce des nouveaux formats, etc., euh, quels objectifs, toi, tu t'étais fixé pour toute la phase d'Open? Donc, je dis Open vraiment au sens très large, des Open jusqu'au demi. Moi, c'était clairement le top 3 Open. Faire le top 3 Open en France, hein, en France. Parce que je suis toujours monté crescendo, tu vois, j'ai fait, je sais plus, sixième, après cinquième. Et là, je voulais vraiment être dans le top 3. Donc, je savais qu'il y avait deux gros cochons tout en haut de la pyramide en France qu'il fallait aller chercher. Donc, après, malheureusement, Willy s'est blessé. Enfin, malheureusement pour lui. Et nous, comme il le dit, ça nous fait du répit le fait qu'il soit pas là, mais ça le libérait une place, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ben, en fait, ça m'a permis d'être vraiment ouais dans mon objectif. Et après, je voulais maintenir ça sur les demi, mais bon, Guillaume et Alexandre ont fait vraiment des gros quarts et donc j'ai fini troisième et je suis vraiment satisfait parce que l'objectif, tu vois, après c'était un peu plus d'être dans les demi, donc c'est cool. Ouais. Bon, super. Et comment tu as vécu justement cette année Covid, dont on a parlé un petit peu aussi avant, mais entre les annulations des compètes pour toi qui devais quand même en faire pas mal, j'imagine, ou qui avait dû te qualifier pour certaines choses, la fermeture des salles, comment tu as réussi du coup à garder ta motivation et à te préparer correctement pour toutes ces échéances compétitives? Bah, pour être honnête, moi, ça m'a mis un coup au moral. Je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça a mis un coup au moral. Parce qu'en fait, sur cette saison 2020, je m'étais vraiment mis en objectif de performer dans les sanctionnales. Donc déjà, c'était de me qualifier et après, c'était vraiment de faire quelque chose et d'aller chercher plus le top 10, top 15 des sanctionnales. Et mon objectif premier sur 2020, c'était de faire 3 events en indiv et un en team. Donc 3 sanctionnales en indiv et un en team. Donc je me suis qualifié à ces 4 events. Et juste au moment disons, de savourer, de commencer les choses sérieuses, ben, tout a été coupé. Donc, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Donc, j'ai pris un mois vraiment cool où j'ai pas fait grand chose. J'ai fait des WOD avec mes frangins.
Disons que j'ai fait vraiment la prog à moitié, quoi, pour vraiment décompresser. Et après, petit à petit, on a repris la forme en se mettant des objectifs plus sur l'entraînement que sur les compétitions. Donc voilà. Et puis l'alternative qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu les AF3. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Et en gros, la compétition internationale, c'est la Fitness Functional Fédération qui fait du coup, je vais pas dire de bêtises, mais en gros, c'est les championnats du monde de la fédération du functional fitness. Et du coup, on avait cette petite qualif en interne en France qui nous a un peu occupé l'année. Donc ça, c'était vraiment cool. C'était un bon objectif pour se remettre un peu en selle. Et après, clairement, le cap, c'était les Open là de 2021, quoi. Ouais, j'imagine un petit peu compliqué de rester motivé après l'annonce. Bon, je pense que c'est pas, tu dois pas être le seul. Ouais. Et puis au final, ça a duré quand même super longtemps, hein, entre Ouais. vraiment la toute première annonce du confinement, il y a plus d'1 an maintenant, les différentes phases de confinement, déconfinement. Je sais qu'il y a des compètes qui ont quand même maintenu leur phase de qualif entre les deux. Ouais. Je pense notamment au Marseille. Je sais pas si t'es inscrit d'ailleurs. C'est ça, on a fait la première phase avec la Team Fit Process. Nous, on s'est qualifié en indiv. Et du coup, là, la deuxième phase, on l'a fait un peu en mode cool pour essayer de partager un peu les ressentis des stratégies. Mais ça, on a fait, tu vois. Donc ouais, vraiment cool. Ok. Donc j'ai vu que tu avais fini premier français sur les Open, tu viens de me le dire également. Troisième sur la phase de quart et 33e Europe, hein, au milieu de tout ça. Donc ça te qualifie pour les demi. Quelle localisation tu as choisi? Parce que je crois qu'il y avait donc Pays-Bas ou les Germanes, donc en Allemagne. Et quels sont tes objectifs du coup pour cette phase de demi? Moi, pour les demi individuels, j'avais choisi les Lowlands. Donc après, ils m'ont mis sur les Lowlands, mais vu qu'on avait la team en parallèle et qu'on savait très bien que la team et les indives, tu peux pas faire les deux. Moi, j'ai choisi la team. Donc en gros, j'ai décliné l'invitation aux Lowlands. Et là, le focus est vraiment sur les teams et ils nous ont mis pour les teams, ils nous ont mis en commun. En fait, automatiquement sur les German. Je pense de ce qu'ils avaient mis sur le poste, c'était les impairs d'un côté et les pairs de l'autre. Vu qu'on a fini 6e, c'était chez les German. Donc voilà, c'est cap sur les demi en team. C'était la question que j'allais te poser justement, parce que comme tu es qualifié du coup dans les deux, en indiv et en team, est-ce que c'est possible de faire les deux et du coup lequel des deux éventuellement t'avais choisi? Du coup, Ouais. ça répond un peu à ma question, mais je sais pas du coup s'il est possible de faire les deux ou pas. Non, c'est pas possible. C'est écrit dans le rulebook. Tu peux faire les quarts, tu peux faire les 2 quarts, mais après il faut choisir. Ok. Mm. Ok. Bon, c'est pas plus mal. À mon avis, vous allez pas passer un mauvais moment. Les Germaines, du coup, c'est comme en indiv, j'imagine, tout est en distanciel, vous allez devoir le faire dans la box. Ouais, tout est en distanciel, yes. Pas trop perturbant, ça, quand même, Enfin, le public, je pense que ça y est, une fois que tu as fait les Open, les quarts, tu es un petit peu habitué à te challenger seul, on va dire. Enfin, quoique en équipe, on peut pas dire que tu sois tout à fait seul, mais bon, c'est quand même pas pareil, quoi. T'as pas le déplacement, tu pars pas avec ta petite valise, peut-être à l'autre bout de la France, avec un peu de public. Là, t'es vraiment, tu viens à la boxe, c'est presque un jour comme les autres, quoi. Alors, est-ce que justement, c'est un peu décevant parce qu'il n'y a pas cette adrénaline, ou est-ce que c'est cool? C'est ce que disait un petit peu Alexandre Pinsol, justement, là, dans le podcast précédent, qu'en fait, lui, il kiffait le faire à domicile parce que c'est la même musique que d'habitude, c'est les mêmes habitudes, c'est beaucoup moins stressant quelque part, et que lui, ça lui plaisait. Est-ce que toi, c'est plutôt l'inverse? Moi, honnêtement, je suis pas de l'avis d'Alex parce que, tu vois, quand je jouais au rugby, la seule chose que j'attendais, c'était le match le dimanche ou le match le samedi. C'était vraiment la confrontation et tout ce qui va autour. Et tu vois, d'être dans la boxe, donc on va essayer d'organiser au mieux pour que ce soit un bon moment. Mais moi, ce que j'adore dans le CrossFit, c'est passer ces moments en compétition. Tu vois, t'es sur le floor avec les autres. Il y a, je sais pas, il y a l'ambiance, l'atmosphère, le petit stress d'avant le WOD. T'as la zone d'échauffement. Je sais pas. Moi, c'est un truc ça me fout une petite adrénaline et c'est quelque chose que j'adore. Donc après, on s'est habitué au format, c'est sûr. Mais à choisir, c'est pour ça que j'avais choisi les Lowlands parce que ça se maintenait encore au moment où ils nous ont demandé. Je préférais plutôt un peu me prendre la tête à faire des tests, des machins, tout ça, et aller là-bas, plutôt que faire ça un peu tout seul chez moi et un peu comme une qualif lambda où tu te filmes et puis t'envoies ta vidéo et point, quoi. Donc voilà, ouais, mon ressenti, c'est plus ça. Ouais. En termes de volume, du coup,
l'enchaînement des phases, enfin de toute cette phase indiv et de la phase par équipe ensuite, est-ce que ça n'a pas été trop fatigant, que ce soit physiquement ou même mentalement? Bah, honnêtement, non, parce que d'une déjà avec, tu sais, je fais du kiné toutes les semaines, du coup ça me permet de bien récupérer et dès le lendemain, enfin dès le lundi après l'écart, j'ai directement passé, une bonne heure et demie chez le kiné pour récupérer au maximum. Puis du coup, ça me permet toujours d'être au taquet toutes les semaines. Et en fait, on s'est tellement préparé à faire beaucoup de volume qu'au final, ces 5 WOD, il y en a un qui a vraiment laissé beaucoup de traces, c'est celui avec tous les GHD, les montées de corde, tout ça. Donc là, ça nous a mis une bonne châtaigne. Mais dans le ressenti, tu vois, je me suis pas dit, ah, je suis rincé, les teams, ça va être chaud. Non, au contraire, les teams, on était encore plus au taquet. En plus, les WOD, c'était les mêmes. Donc ouais, on était vraiment remontés, on était chaud, quoi. Alors, pour le coup, pareil, c'était pas un peu décevant de refaire les mêmes ou quasi Ah bah oui, 2 fois de suite? ouais, ouais, clairement. Quand on a vu ça, on s'est dit non, ils vont quand même pas faire ça. En fait, pour la petite histoire, on attendait le plan de la salle pour pouvoir le faire à Genasse avec Ako et tout. Et la veille, c'est tombé. On a vu les plans, on a dit non, ils sont pas sérieux, ils vont pas nous remettre les mêmes choses. Ah bah, la même chose, exactement la même chose. Format un peu de rep qui change pour que ce soit en team, mais ouais, ouais, on a eu un peu les boules parce qu'on s'est dit, purée, tu fais tout chez toi, tu te déplaces pas. En plus de ça, tu payes quand même, tu vois, une participation au truc. Tu t'attends à quelque chose un peu, tu vois, qui te fasse rêver, tu vois. Ça fait un an et demi que t'es là à manger ton frein parce que tu peux pas faire de compète. Donc ça a été un peu décevant, mais au final, on s'est dit, bah tant mieux parce qu'on est prêt. On a tous fait les hauts, donc maintenant on sait où on peut vraiment faire le forcing, ou au contraire faut gérer. Donc ouais, voilà. Et du coup, bon, le format est légèrement différent quand même, mais est-ce que tu as vu des progrès, même si les semaines étaient au final, enfin, t'as pas eu 3 mois entre les deux, mais en si peu de temps, tu as quand même pu voir des progrès? Ouais, 1 kilo sur le 4RM front squat. Ah, Ça, ouais. ça, ça, c'est un progrès, ça. C'est un gros progrès. Ouais. Non, j'avais fait 161 en indiv et là, j'ai fait 162 en team. Mais après, tu vois, sur les 4RM, tu sais que tu as un truc à aller chercher. Donc, tu essayes de faire un peu mieux. Mais ouais, il y a eu ça en progrès. Et après, sur pistol GHD, franchement, je peux pas dire que le format était vraiment différent. Moi, j'ai trouvé que les WOD étaient un peu plus simples qu'en indiv parce qu'il y avait plus de relais, moins de répétitions, les charges plus légères. Mais ouais, la progression était plus, par exemple, sur les 120 wall ball. 120 wall ball, j'ai essayé de mettre plus de vitesse pour gagner un peu de temps, mais ouais, c'est des mini progrès, on va dire. Ouais, bah, tu as le recul un peu stratégique aussi, finalement. Ouais, carrément. Comme tu as déjà fait tes tests, si Mm. tu t'es un peu troué sur certains trucs, enfin bon, toi tu fais troisième de français, donc je peux pas, enfin je parle en tout cas sur l'écart, donc je pense pas que tu te sois troué sur quoi que ce soit, mais admettons que si ça avait été le cas, en tout cas, c'est l'occasion enfin, de rectifier le tir, quoi. Ouais, carrément. Tu me disais que tu allais chez le kiné, juste par curiosité, tu fais quoi du coup quand tu vas chez le kiné comme ça, un peu en mode maintenance hebdo? C'est exactement ce que tu viens de dire, de la maintenance hebdo. En fait, tu vois, par exemple, aujourd'hui, là, j'avais pas trop de temps, donc il m'a juste relâché un peu les tibias, les mollets, parce qu'avec tout ce qu'on fait en extension, j'ai souvent un peu les mollets pris. J'ai pas de périostite, mais je sens que c'est gênant. Donc on détend souvent ça. Et après les épaules, pareil. Moi j'ai mon épaule gauche, je pense avec les années de rugby, j'ai toujours eu un petit décalage sur les clavicules, tout ça. Donc forcément, à force de se mettre des barres au-dessus de la tête, à force de faire du butterfly, des grands keeping pour les muscle-up, tout ça, l'épaule, elle est un peu en tension, donc il vient pas mal la relâcher. Et après, sinon, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il a la machine à cryo. Donc on fait pas mal de froid, ça permet de récupérer et du coup de remettre une bonne couche d'entraînement le vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, ouais, disons qu'il intervient là où il y a besoin, quoi. Hmm, je vois. Mais j'ai vu aussi justement que c'était pas ta première compète, encore une fois, hein, ce que moi j'appelle le haut niveau, puisque tu avais déjà fait les regionals avec l'équipe de Lyon. En gros, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans les compètes en team? Et pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui fait, selon toi, de ton expérience, qu'une team tourne bien en compète? Alors moi, ce qui me plaît en team, je retrouve un peu le côté stratégique qu'on pouvait avoir au rugby et ça, c'est kiffant. Chacun a sa valeur dans la team, sa valeur ajoutée. Il y a toujours un point fort qui domine chez l'un, chez l'autre. Donc tu peux vraiment t'appuyer sur ça. Et même dans l'entraînement, ça t'aide à. Je reprends l'exemple de ce matin. Je me suis entraîné avec Max, notre binôme là, le deuxième gars.
Je sais qu'il est beaucoup plus rapide que moi sur la marche sur les mains et on avait des petits sprints à faire. Et du coup, je m'accrochais un peu à sa vitesse pour essayer qu'il me rattrape pas ou alors au contraire, j'essayais de le rattraper. Et du coup, c'est vraiment une force pour l'entraînement et du coup, pour la compétition parce que du coup, tu te reposes un peu plus sur telle ou telle personne. Et après, pour aller aussi un petit peu avec ça, c'est que pour qu'il y ait une bonne team, c'est qu'il n'y ait pas de point faible déjà dans la team. Parce que sinon, tu prends directement, si tu as un des quatre qui est vraiment en galère, toute la team est pénalisée et les trois autres sont en fait, peuvent rien faire, peuvent juste s'adapter au rythme, essayer de pas trop le mettre dans le rouge. Donc pour moi, le must en team, c'est d'être homogène et de pas avoir de gros points faibles. C'est vraiment ça le must, ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Bah après, encore une fois, on parle de haut niveau. C'est-à-dire que moi, quand je te pose cette question-là, je pense pas à faire une team avec les copains de ta salle pour une compète Ouais. locale ou voilà, où tu vas juste pour kiffer, que t'es pas dans ce mode je sélectionne mes partenaires par rapport à la performance. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être voilà qui au premier abord pourraient se dire la force de la team, c'est aussi la complémentarité. Ouais, Tu vois. carrément. Alors que Après, pas forcément finalement. en fait, si tu veux, faut que tu aies les deux. Dans le sens où, sur les teams, en général, tu es souvent testé sur des relais, souvent testé sur de la synchro, souvent testé. Un exemple, tu vois, tu as un barbell cycling où tu as quelqu'un qui a une grosse force et l'autre une force un peu plus faible. Celui qui a la grosse force va prendre peut-être plus de répétitions. Mais à contrario, si tu arrives sur de la gym et qu'il y en a un qui est incapable d'enchaîner deux chest to bar sur de la synchro, c'est c'est pénalisant. Donc, faut d'un côté être homogène et d'un côté avoir chacun sa valeur ajoutée pour pouvoir tirer le groupe vers le haut et toujours avancer, toujours progresser. Et l'autre chose qui est vraiment primordiale, c'est de savoir écouter les autres, de vraiment pas être individualiste en fait, clairement. Souvent, on voit des teams qui sont quatre bons éléments, quatre, ils ont tous des performances de fou, mais par contre, ils arrivent en team, ils n'arrivent pas à se coordonner parce qu'ils s'entendent pas, ils sont trop individualistes, ou ils attendent pas l'autre. Et la grosse force, c'est vraiment d'être à l'écoute des autres et de savoir gérer l'effort pour que tes partenaires, tu les tires vers le haut et pas au contraire que tu les enterres et que tu n'avances plus sur ton, sur ton road, quoi. C'est peut-être quelque chose que tu peux pallier ça à l'entraînement parce qu'au final quand tu as peut-être une équipe de je sais pas une super team un peu de mercenaires que tu prends dans des box aux quatre coins de la France, effectivement tu testes peut-être un peu ta capacité de comment dire de solidarité au sein de l'équipe le jour de la compète. Alors Ouais, carrément. qu'effectivement un peu comme vous qui êtes tout le temps dans la même box, vous êtes tout le temps ensemble. Je pense que tu vois même bizarrement enfin non pas bizarrement mais la bienveillance un peu que vous allez avoir les uns envers les autres elle est naturelle parce que vous êtes amis, vous êtes proches, vous vous connaissez bien. Ah bah oui, carrément. Tu vois enfin, je sais pas, on le voit ne serait-ce qu'en voiture, t'insultes toujours les gens que tu connais pas dans les autres voitures parce que tu t'en fous. Ouais. T'insultes beaucoup moins facilement les gens avec qui tu passes toute la journée, tu vois. Ouais. Non mais ouais, carrément. Ouais, c'est pour ça que je te dis que c'est le parallèle, tu vois, avec le rugby, chacun a sa force, chacun a son poste. Et si tout le monde converge vers le même but d'aller finir l'exercice le plus vite possible, être le plus synchro possible, automatiquement, tu élèves ton niveau et t'essayes de, tu fais de la performance, quoi. Donc toi, tu aurais plutôt pour vocation à l'avenir de faire plus de teams, d'individuels ou de continuer à faire justement ce mélange un peu entre les deux? Là, tu vois, actuellement, j'ai la chance d'être en demi-finale en indiv et en team. J'ai décliné les indivs parce que on a vraiment quelque chose de cool à jouer cette année en team et à partager ensemble. Et je voulais pas passer à côté de l'opportunité, sachant que on ne sait pas l'année prochaine si on pourra encore faire quelque chose comme ça en team. Alors que tu vois, en individuel, moi, mon objectif, clairement, en 2022, ça va être de performer pour aller aux Games. Donc, disons que je me mets un peu des objectifs crescendo pour aller au maximum vers le haut niveau. Ça se fait pas, enfin, il y en a, ça se fait du jour au lendemain. Moi, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, disons que je prends le temps et pour l'instant, je savoure ces moments qu'on a en team, mais j'aimerais bien aussi performer un peu en individuel. Et après, disons sur le long terme, c'est sûr qu'en team, tu passes toujours des meilleurs moments, hein. Même si tu passes à côté de ton haut, tu as toujours un qui va te tirer vers le haut, te dire allez, c'est pas grave, on fera mieux au prochain, on s'entraînera mieux là-dessus la semaine prochaine. Alors qu'en indiv, tu as un gros travail mental sur toi-même. Si t'es pas fort mentalement, clairement, tu fais pas la diff. Si t'es pas rigoureux, si t'arrives pas à passer outre la défaite ou outre l'échec, clairement tu restes enterré, quoi. Donc voilà, ouais, c'est un peu
Je trouve que c'est un peu, ouais, les deux sont vraiment différents, ouais. Ouais, bah, puis t'as des, je sais pas comment dire ça, mais t'as des gars de vestiaire, tu vois. Mm. On dit ça dans les sports co, mais au final, ça vaut. Non, mais c'est vrai, ça vaut un peu pour le CrossFit, tu vois. T'as des gens qui se transcendent pour une équipe et que le fait de partager toutes ces émotions, positives ou négatives, voilà, ça va les transcender et t'as des partenaires comme ça, s'ils sont tout seuls, ils sont beaucoup moins bons, mais dans une équipe, Ah c'est mais des oui. moteurs, quoi. Ah mais oui. Mais tu vois là, rien que de m'en parler, ça me rappelle des petits souvenirs dans le vestiaire au rugby. Et ça, c'est vraiment, t'as vraiment raison, tu mets vraiment le point dessus. Quand t'as un leitmotiv qui est collectif, automatiquement, tu vas passer outre ta douleur parce que tu sais que les autres vont le faire aussi. Et du coup, t'as une force mentale des fois qui est plus forte, clairement, que quand tu vas être en individuel tout seul, tu vas te dire, bon, allez, c'est pas grave, si je ralentis un peu, je pourrais récupérer plus vite. C'est exactement ce que tu dis. Ouais, puis tu as d'où ma question tout à l'heure sur le fait d'avoir autant de partenaires d'entraînement qui ont en gros qui vont dans la même direction que toi. Parce que pour le coup, tu as beaucoup de gens aussi qui s'entraînent seuls, pas toujours par choix, hein, c'est aussi encore une fois parfois juste des contraintes logistiques. Et ils le disent hein, souvent que des fois bah, t'es pas motivé donc t'y vas pas, ou alors bah, tu fais le programme mais t'es à, je sais pas, t'es à 70% alors que quand t'es à 4 admettons, ou même à 10, t'es pas le même. Enfin, moi je suis coach Mm. aussi, tu vois, et c'est même ce que j'essaie de dire parfois à des gens qui font des progs, mais qui sont pas forcément à ton niveau, tu vois, qui sont bons mais qui au final vont pas avoir les mêmes objectifs, de leur dire parfois vous mettriez sur les cours avec deux trois potes qui ont le même niveau, ça vous bousculerait beaucoup plus que si vous faisiez ce même WOD tout seul en free, tu vois. Yes, totalement. Et des fois, il y a des open, tu as des gens qui font plein de prog, qui se font mettre des tannées par des gens qui font que des WOD, dans le sens des WOD des cours coachés, mais Mm. parce que voilà, ils ont bien corrigé leur technique, ils sont souvent coachés, et en plus, ils sont systématiquement portés par le groupe. Voilà, et du coup, ben, sur 1 an, 2 ans, bah, ça fait quand même de super bons athlètes, quoi. Carrément, carrément. Nous, on le voit, hein, je le vois dans le coaching aussi, hein, plus la partie, tu vois, ma partie coach qui parle, mais on a vraiment plus de résultats sur disons, sur la technicité, la motivation, tout ça, quand la personne est régulière dans les WOD, plutôt que quand elle va se dire, bon, bah, vas-y, je fais ma sauce tout seul, et puis, du coup, ils n'arrivent pas à retrouver l'intensité que le coach pourrait lui dire de mettre, des choses comme ça. Donc, ouais, t'as totalement raison là-dessus. Ce fait l'effet de groupe est vraiment très important dans le CrossFit. Mm. Bah, je t'ai posé du coup la question pour la team, de ce qui faisait une bonne team en gros. Je te pose en gros la même question sur l'individuel. Pour toi, quels sont les ingrédients nécessaires pour se lancer dans la compète, disons avec le même type d'objectif que les tiens, donc avec voilà des compètes avec des gros tickets d'entrée, on va dire, et qu'est-ce qui fait que voilà qu'on devient un bon athlète? Bah, tu vois, on en a déjà parlé un peu avant, c'est l'environnement. Pour moi, ton environnement de base, tu vois, si tu vas être toujours positif, si tu vas avoir du temps, si tu vas pouvoir récupérer, si tu vas avoir un peu ce côté groupe ou dans ta salle, tu t'entends bien quand même avec le coach, même si tu t'entraînes tout seul dans ton coin, tu as toujours un rapport avec la positivité qui est là. Pour moi, c'est le plus important. Quand tu t'enfermes dans un truc de ah, je suis pas performant, ah, j'ai loupé mon entraînement, ah, je suis toujours négatif parce que j'ai pas assez dormi, donc je vais arriver, ma barre elle va être lourde. Ben, en fait, pour moi, c'est la spirale négative et la spirale positive, clairement. Donc, d'être dans cet environnement qui est positif, tu vas vraiment tirer ton niveau vers le haut et après, ça rentre dans l'environnement, mais d'être coaché par quelqu'un pour moi, soit tu es vraiment autodidacte et tu as un potentiel de programmateur. Il y en a hein, des gros gamers comme ça et des gros athlètes de haut niveau qui sont capables vraiment d'être assidus là-dessus. Mais le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui va te dire, bon, ok, là, t'es vraiment, tu vois, t'es à côté de la plaque sur ça, il faut vraiment qu'on bosse là-dessus, je te fais un plan d'entraînement, bam, 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 tu suis le plan d'entraînement et d'un mois, 2 mois, on voit où on en est, on adapte. Et pour moi, c'est vraiment ça. L'environnement et être accompagné par quelqu'un qui sait où il t'emmène. Ça va être vraiment ça. C'est marrant parce au final, dans ce que tu dis, donc en coaching, voilà, ça dépend de toi dans le sens où tu fais le choix de demander un coaching ou d'aller le chercher. Mais bon, après, en gros, tu laisses les clés du bolide, quoi. Et c'est plus Ouais, c'est trop un toi peu qui ça. touche. Je dis le bolide parce que comme ça, c'est agréable, hein, tu vois. Mm. Mais bon, mais par contre, pour l'environnement, c'est vrai que du coup, enfin, comment dire, c'est vraiment une démarche que tu dois avoir toi en tant qu'athlète, quoi. Tu vois, Mm. parfois de choisir du coup potentiellement la bonne box.
Ouais, où tu vas retrouver le bon environnement, mais peut-être même la bonne distance de chez toi, tout simplement, tu ouais, vois, carrément. pour pouvoir y aller régulièrement, bien profiter et tout. C'est beaucoup de critères, quoi, hein. Ouais, et puis nous, tu vois, enfin, Flo, il a toujours la politique de quand même rester dans, tu vois, l'entraînement, c'est un jeu, c'est cool, mais on est là pour aussi s'amuser. Donc, si tu commences à rentrer dans le truc trop sérieux, alors que c'est pas ton gagne-pain, c'est pas le truc, enfin, tu vois, il y a pas beaucoup de personnes, enfin, dans le monde et en France, je pense, qui, grâce à leur performance en CrossFit, bah, disons, peuvent vivre convenablement. Donc, le but, c'est quand même de passer un bon moment. Ouais, ok, tu t'es pas qualifié à telle compète, c'était ton objectif majeur, mais il y a pire, quoi. Tu te remets à l'entraînement, tu prends du bon temps avec tes potes, tu te réentraînes et tu restes dans un bon mood. Pour moi, la positivité, elle influe beaucoup sur ta performance, hein. C'était toujours avec le smile que tu t'entoures des bonnes personnes, un peu. Moi, je sais que c'est mon truc, hein. Je préfère avoir les petites vannes, tu vois, dans les couloirs avant les WOD, dans la zone d'échauffement. Je suis vraiment plus là à rigoler qu'à être dans ma bulle avec des écouteurs et à parler à personne, tu vois. Moi, c'est plus mon truc disons, libérer un peu ce stress en déconnant, en se rappelant, tu vois, que c'est quand même un jeu et que c'est quand même ouf, enfin, ce qu'on fait. Et je pense que tu montres, même si tu as un niveau qui va être sur des compétitions un peu du coin, tu montres ça à des gens qui ont jamais fait de CrossFit, ils te disent, mais t'es un malade, c'est quoi ce que tu fais, tu vois. Donc, imagine à l'échelle des compétitions internationales. Pour moi, c'est vraiment le plus important de être conscient que ça reste un jeu et que c'est cool ce qu'on fait, quoi. On a de la chance. Comment on fait justement pour... Bon, toi, ça a l'air d'être le cas, donc c'est une drôle de question, mais comment on fait pour garder les pieds sur terre, tu vois? T'as dû côtoyer, hein, enfin, pas forcément même côtoyer, mais croiser des gens sur des compétitions, peut-être, tu vois, qui vivaient le truc peut-être un peu trop fort, qui le prennent un peu trop au sérieux, un peu trop à cœur, et donc du coup, ben, quand il y a des déceptions, elles sont hyper brutales. Euh, Moi, je le vois aussi dans des salles avec des gens qui ont des niveaux qui sont pas forcément aussi élevés que le tien, par exemple, et qui vivent que pour ça. Tu vois, comment on fait pour dédramatiser un peu tout ça et continuer à se rappeler, comme tu dis, que c'est un jeu? J'ai jamais eu trop le cas où j'ai quelqu'un qui est dans l'extrême en face de moi. Je te parle dans une séance. Mais quand il y avait des personnes qui avaient le cafard de, par exemple, louper une barre ou tout ça, ben plutôt que de dire juste c'est pas grave, t'inquiète, y a le temps, tout ça, plutôt de donner un axe de progression, tu vois. Donc quand t'es toi tout seul pour te mettre un peu disons dans la démarche de rester positif, pour moi le mieux c'est de se dire ok, on va se mettre un plan pour progresser, plutôt que de se dire purée j'y arrive pas, je suis tout seul, j'ai personne qui m'oriente. Donc il faut vraiment se dire ok, bon là j'y arrive pas, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça pour essayer de faire mieux. Et si vraiment tu n'y arrives pas et que tu es tout seul, il faut vraiment se rapprocher de quelqu'un, c'est la chose primordiale, tu vois. Alors, c'est une question que j'avais posée aussi à Alexandre, mais c'est une question que j'aime bien poser en général, tu vois, parce que je sais que ça dépend vachement des athlètes. Il y a des gens où c'est très très fort et d'autres au contraire pas du tout. Toi, du coup, comment t'es? Est-ce que toi tu préfères, enfin, t'as besoin de comprendre ce que tu fais à l'entraînement, t'as besoin de comprendre le process et où tu dois arriver et par quelles étapes tu vas devoir passer, ou est-ce qu'en gros t'as pas forcément besoin d'être très impliqué dans ta programmation et dans tout ce processus et que voilà, toi t'as juste besoin entre guillemets d'avoir la séance et tu t'es une bûche et t'y vas quoi. Bon, ah, franchement, il y a des deux. Tu vois, dans les façons de faire de flow sur la prog fit process, il y a des fois, on va lui demander ce qu'il recherche parce qu'on n'a pas bien compris tout ça. Donc, on est plus sur le côté à comprendre vraiment pourquoi ça se fait comme ça, dans quelle direction il veut nous emmener. Et il y a des fois, tu vois, enfin, avec Julie, on lit pas la séance avant, on la lit le matin. Et on arrive, bah, on fait ce qu'il y a à faire et basta, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Ouais, pas besoin de tout intellectualiser non plus quoi. Non, non. J'ai souvent j'ai dit, même quand je prépare des athlètes sur de la prépa physique, les choses un peu trop biscornues, les choses trop. Je dis pas quand tu fais de la haute performance et que les mecs je donne l'exemple par exemple de Kevin Mayer, le décathlonien. Ouais, lui il va régler chaque détail, chaque millimètre et tout. Mais quand tu es sur de l'amateur ou des choses un petit peu, pas annexes, mais disons plus cool, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de se prendre trop la tête. Il vaut mieux suivre le process et, et faire confiance au programmateur, quoi.
C'est difficile de faire simple, hein. C'est pareil, hein, c'est aussi quelque chose qu'on se dit souvent sur les podcasts. Des fois, on veut trop bien faire, on part Ouais. trop loin et en fait, il y a des trucs très simples Mais qui même sont dans le très coaching, hein. efficaces. Et... Dans le coaching, j'ai un prof que j'avais qui est parti en Nouvelle-Zélande. Lui, il coachait dans le basket. Il était prépa physique en basket en N2. Et il avait tendance à faire justement plein de trucs un peu farfelus, tout ça. Il est arrivé en Nouvelle-Zélande et le mec, donc ils étaient dans une prépa physique de rugby. Et il me disait, le mec, il m'a calmé tout de suite. Il m'a dit, fais très simple. Et en fait, il lui a fait, disons, recentrer sa prépa physique sur tout simplement les exos, les basiques. Et les athlètes étaient vraiment plus performants que quand il y avait trop de choses, trop de facteurs, trop de choses à penser et tout. Et du coup, moi, je me suis toujours inspiré de ça. C'est lui un peu qui m'a toujours un peu, comment dire, enfin, fait comprendre ça. Et du coup, ouais, je suis resté là-dessus, que ce soit du coup dans mon entraînement, que ce soit quand je coach des personnes, on reste simple. Voilà. Mm. Oh, mais c'est compliqué, tu vois. Enfin, moi, je coach beaucoup en haltéro, quasiment que exclusivement d'ailleurs, maintenant. Et un des premiers trucs que j'ai eu quand j'ai commencé en tant que coach, comme problématique de simplicité, justement, c'était le nombre de consignes. Parce que quand tu as un œil un peu aiguisé, on va dire, tu vois beaucoup de défauts. Sauf que si tu commences à donner une consigne sur la position de départ, plus sur le moment où il faut accélérer, puis sur la finition, puis sur la réaction, tu te retrouves vite à donner 3, 4, 5 consignes. Et même si le gars en face de toi, il comprend tout ce que tu lui dis, sur un mouvement qui va durer quelques secondes à peine, il n'aura pas le temps de découper tout ça dans sa tête et de penser à tout en même temps. Et donc, du coup, j'avais dû repasser un petit peu par me dire, un peu comme en CrossFit, si les gens étaient très mal placés, admettons. L'idée de tout ça, c'est de donner d'abord la consigne la plus importante sur le plus gros défaut. Et puis, quand c'est corrigé, on en donne une deuxième, puis une troisième, etc., etc. Je pense qu'il n'y a que les athlètes qui ont déjà un bon niveau pour lesquels tu peux donner 2 consignes, même, Ouais. ou à la limite une troisième si c'est des petites choses. Mais pour des athlètes qui ont, amateurs, comme tu disais, ou des gens qui débutent, c'est déjà bien, quoi. Non, carrément, je suis d'accord avec toi. Après, l'haltéro, c'est quand même complexe, hein. Je trouve, c'est pour avoir fait 2-3 fois avec un vrai coach d'haltéro et tout, je vois totalement ce que tu me dis dans les consignes quand tu veux chercher la perfection au max. C'est quand même chaud de dire qu'une seule consigne, hein, donc je vois totalement ton truc. Et après, c'est sûr que sur les personnes qui vont découvrir l'haltéro, je trouve que le level 1, il nous amène bien ça sur une consigne, un mouvement, une consigne. Et si tu brûles ces étapes, c'est vrai que le mec en face de toi, il est vite perdu, quoi. Ouais. Ouais, bah puis ils te le disent, hein. Ils te disent non, j'arrive pas, il y a trop de choses. Et au final, même toi, tu culpabilises, mais tu dis Ouais. bon, ok, voilà, en voulant bien faire, j'ai créé de la confusion. Mm. Donc finalement, j'ai pas fait les choses de façon si constructive que ce que j'avais envie d'apporter. Donc voilà, Mm. tu revois un petit peu Ouais, ton carrément. plan de bataille, quoi. Du coup, toujours sur ton expérience un peu en indiv, hein, et le recul que tu as sur ton parcours, sur ta propre pratique, quels éléments d'entraînement ou autres sont selon toi le plus souvent sous-estimés? Et à l'inverse, est-ce qu'il y en a auxquels tu penses qu'on accorde trop d'importance finalement? Ben, quand tu vas t'entraîner un peu tout seul, enfin, c'est un peu connu ça, mais tu as tendance à faire plus ce que tu aimes bien, quoi. Et souvent, ce que tu aimes bien, c'est ce que tu arrives bien. Du coup, enfin, tu passes facilement moins de temps sur tes points faibles et je trouve que c'est pénalisant. Donc c'est pour ça que d'avoir un plan d'entraînement, d'avoir quelqu'un qui drive, au moins tu passes pas à côté de tes points faibles. Et du coup, ça te permet d'être vraiment équilibré sur tout. Et après, je vais me répéter, mais ça revient sur le mindset, sur comment tu envisages l'entraînement, ton environnement. Si tu te mets dans une bulle positive, que tu viens pour performer, que tu acceptes que aujourd'hui, bah, c'est pas un bon jour. Bah, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la technique, je vais me concentrer sur tel point en haltéro, tel point en gym. Et j'accepte, bah, de faire un entraînement pourri et d'avoir un score pourri sur mon WOD ou sur mon complexe, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment ça, ouais. Ce mindset à avoir pour rester vraiment positif et justement éviter de vouloir faire que ce qu'on aime bien, quoi. Tu vois, c'est marrant parce que pour autant, dans le CrossFit, la prépa mentale, c'est pas du tout développé. Mmh. Enfin, la prépa mentale en France en général, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est pas, ou alors vraiment, il y a que dans les sphères à haut niveau où voilà, c'est un peu plus présent, où c'est beaucoup plus utilisé. Mais moi, c'est un sujet qui me passionne. Je trouve qu'il y a tellement l'importance du psychologique dans la performance, que ce soit à l'entraînement ou en compétition.
Encore une fois, tu vois, pour la LTRO, je veux dire, t'es capable de t'auto-saboter tout seul avant même d'avoir mis tes mains sur la barre. Enfin, c'est Ouais, clair, quoi. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, hein. Donc c'est central. Et pourtant, tu vois, on va passer des semaines et des années à faire des squats, à faire des snatchs. Et tu as peut-être des gens voilà, qui jamais à un seul moment auront tout ce côté réflexion psychologique. Après, c'est un taf aussi, hein, c'est un métier. Ouais, Tu ouais, peux je suis essayer de le d'accord. faire tout seul avec les clés que tu imagines, mais Mm. Non, carrément. Moi, au tout début, quand je suis arrivé à CrossFit Lyon, bah, justement, mon prof qui est parti en Nouvelle-Zélande, avant qu'il parte en Nouvelle-Zélande, lui, il était prépa mental aussi. Donc, on avait fait un petit check-up un peu comme ça pour se fixer les bons objectifs, organiser son planning en fonction pour améliorer tel ou tel objectif. Et je sais que ça avait bien marché, mais après, j'ai jamais trop poussé la chose. Et moi, je pense que c'est vrai que il y a des choses à faire sur ce côté-là, parce que quand tu es dans un WOD où il y a un mouvement que tu sais que tu peux le faire, mais que ton cerveau il te dit non, stop, j'ai envie d'arrêter, récupère, va mettre de la magnésie, va boire un coup. Je pense qu'il y a un travail sur les visualisations et sur ce que tu peux du coup, ben, en gros, dire à ton cerveau pour justement pas avoir ce réflexe-là et t'arrêter et du coup, bah, moins performer quoi. Donc ouais, c'est pas encore assez développé, mais je pense ça va venir dans les années à venir, je pense. je me demande si. Alors après, c'est pareil, hein, moi je trouve qu'il faudrait peut-être le simplifier parce que tu vois, moi c'est pareil, vraiment ça me passionne, mais ça fait presque peur quand tu regardes les livres ou les trucs sur internet. C'est des gros processus, ça fait très lourd. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire aussi pour simplifier ce truc parce que au final, comme toi, quand tu as ton coach que tu vois quasiment tous les jours, tu fais un peu de la prépa mentale avec lui sans même t'en rendre compte, Mm. sans le formaliser, tu vois, juste à travers les échanges, à la définition des objectifs, etc. Donc en fait, il y a déjà cette démarche-là quelque part. Mais peut-être que ce qui manque, c'est juste des outils, des fiches, des trucs hyper faciles à mettre dans le sac et à remplir à la maison le soir après l'entraînement, de faire des trucs un peu plus accessibles peut-être simplement. Yes, carrément. Carrément. Moi, je sais que c'est un truc qui me titille un peu. Je pense quand j'aurai un peu plus le temps. Quand j'étais sorti de mon BP, j'avais regardé, il y avait deux, trois petits diplômes justement de prépa mentale. Et c'est un truc qui m'avait un peu titillé, mais j'ai, comme je t'avais dit au début, je suis pas trop scolaire. Du coup, j'avais un peu la flemme de me lancer encore une formation sur un an. Et du coup, j'avais laissé un peu de côté. Mais je pense dans le futur, quand tu auras un peu plus de temps, que je voudrais encore plus m'investir dans le coaching, je pense que ce sera peut-être un truc justement à développer perso. Moi, je sais que c'est un truc qui m'attire aussi pas mal. Bah, tu as pas mal de DU, de diplômes Mm, universitaires côté fac, mm. qui font que tu as, quoi, je sais pas, une journée ou deux journées maxi toutes les deux, trois semaines. Au final, sur un an, ça passe bien parce que concrètement, le nombre d'heures de cours il est pas ouf. Puis si tu fais ton stage à côté, que tu essaies de mettre tout ça en pratique, c'est plutôt sympa. Moi, je sais que j'avais fait un DU à la fac justement de prépa physique des sports collectifs, pour le coup. Donc pas du tout de prépa mentale. Bon, c'était assez sympa. Puis le rythme, il est encore vachement supportable par rapport à une année scolaire standard, on va dire. Ok, bah écoute, je regarderai. Voilà, je te donne le tuyau, Nickel. t'en fais ce que tu veux. Merci Cyrielle. En fait aussi, tu me diras si jamais t'as ton diplôme. Vas-y, ça roule. On parlait du coup justement prépa mentale, mais on va rester un petit peu sur ce registre mental au sens large. Euh, Comment toi tu t'abordes cette partie-là de l'entraînement et de la compète? En gros, est-ce que tu vois, t'es plutôt un stressé, t'es plutôt hyper décontracté. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui a changé aussi au fur et à mesure de ta carrière, ce bon ou ce mauvais stress avant de rentrer vraiment sur le WOD de compète? En fait, ça dépend des périodes. Pour moi, comme tu dis, ça a progressé, ouais, ça a progressé au fil du temps parce que tu sais à quoi t'attendre, tu sais comment ça va se passer, tu te connais de plus en plus, donc tu arrives à un peu mieux le gérer. Mais c'est vrai qu'il y a eu des phases où, purée, tu arrives sur la compète, t'es stressé comme jamais. Mais aujourd'hui, là, ça m'a fait bizarre sur les Open parce qu'en fait, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu cette situation justement de petit stress avant la compète. Du coup, de le retrouver juste avant les Open, hein, pourtant on savait que dans les 10% on allait y passer, mais l'envie de bien faire et l'envie de pas se trouver, tout ça, ça te fait monter quand même ce petit stress. Et moi, je sais que dans les compétitions, après, je préfère en gros, m'en délester en rigolant, en faisant des vannes, en chambrant un peu les autres, tout ça. Et ouais, j'arrive un peu à l'enlever comme ça, ouais. Ouais, tu dédramatises quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Bah, ça reste un peu dans la catégorie mentale, on va dire, mais bon, à ton niveau, chaque place compte, hein, tu vois, tu disais 6e, 5e, 3e,
Donc il y a vachement plus cette notion de classement que quand t'es 4800, 302e, tu vois. Enfin, je t'invente un chiffre au passage d'ailleurs. Mais bon, forcément, c'est beaucoup plus concret. Est-ce que tu regardes beaucoup de leaderboard en général ou même pendant les compètes simplement? Je sais qu'il y a des gens qui regardent à la fin, tout simplement. Il y en a d'autres qui actualisent après chaque vote parce que voilà. Comment est-ce que tu gères toi ce rapport un peu au classement? Ben, ouais, honnêtement, moi, je regarde. Alors, je suis pas là à actualiser toutes les 2 minutes, mais on regarde beaucoup parce que ça te permet un peu de visualiser sur le prochain. Si tu vois que tu es vraiment à la masse, enfin, je dis pas que tu vas pas donner sur le prochain, mais il faut vraiment que tu te dises, bon, bah là, en gros, j'ai grillé mon joker, il faut que j'envoie tout sur le reste. Donc, il y a toujours, tu t'adaptes un peu en fonction de la compétition. Mais sur le classement des quarts, vu que c'était la surprise à la fin de chaque journée, bah, en fonction, ça te donnait savoir si tu avais bien WODé ou au contraire si tu étais passé à côté. Donc ouais, on a ce rapport au classement sur le haut niveau qui est important et pour avoir eu plusieurs déceptions sur des compétitions ou sur des qualifications, même dans le WOD, tu y penses parce que tu te dis chaque seconde compte, chaque répétition compte. Des fois, sur 10 secondes, tu peux avoir 100 places de perdu. Donc, on est obligé vraiment d'avoir un œil là-dessus et de pas en gros l'oublier parce que sinon, sauf si tu appelles Fraser et que tu domines tout le monde, mais non, t'es obligé quand même d'avoir ce côté à regarder la performance aussi des autres, voir comment tu t'es situé et bah, suivre le fil, quoi. Ouais. Et tu dois avoir ça un petit peu même avec les individualités quelque part, parce que tout à l'heure tu dis ça sur Willy Georges, parce que voilà, forcément Willy c'est le premier, etc. On sait que c'est voilà l'homme à abattre entre guillemets. Mais bon, enfin, j'imagine que quand tu te retrouves, je sais pas, sur la ligne un peu de départ d'un WOD avec des personnes que tu connais, tu finis par croiser toujours les mêmes, tu sais un peu qui est fort sur quoi. Enfin, Ouais. en tout cas, par exemple, tu sais très bien qui est un très bon gymnaste, qui à l'inverse a des barres de cochon. Du coup, est-ce que vous vous surveillez quand même un petit peu Ouais. mutuellement? D'ailleurs, pour la petite anecdote, il me semble que je crois que c'est pas un seul qui a fait un bras de fer avec Willy et depuis Willy a plus pu faire les Open. Je crois que c'est ça l'histoire réelle. Je sais pas si t'es au courant, hein, mais Bah, là, et enfin, je sais pas du coup quel va être le truc. J'ai vu qu'il y a les French Invitational 2. S'ils vous invitent encore je dans pense les qu'il va y avoir montagnes vengeance. à nager dans un genre de lac comme la fois dernière, faites gaffe quand même à ce qu'il n'y en ait pas un qui se finisse par se faire noyer, hein, parce Ouais, que ouais. vous cherchez un peu quand On, même. on va faire attention. On va faire attention. Non, ça c'était pour la vanne, mais ouais, pour en revenir à ça, c'est vrai que tu connais tes adversaires maintenant, surtout quand pour avoir discuté 2, 3 fois avec Pinsol, il connaît toutes mes barres, il sait très bien un peu comment j'évolue aussi, moi de mon côté aussi, donc ouais, ça reste bon enfant dans le sens où on connaît nos adversaires, mais on n'est pas non plus là à les descendre, à les assassiner, quoi. Hmm. On s'entend bien, donc ça reste bon esprit, et je trouve ça important. Ouais, bah de toute façon, tu as les affinités, forcément. Ouais, Tu peux pas, je veux dire, carrément. tu peux pas t'entendre très bien avec tout le monde, ça c'est Oui, tout c'est à fait sûr. normal. Après, t'as Mais certains tu as athlètes. aussi. Ouais, vas-y, dis-moi. Vas-y, vas-y. Non, je disais, tu as certains athlètes après qui ont ce caractère justement très solitaire et qui ont ce côté ultra compète et qui déconnectent pas justement à bah, un peu être détente avec tout le monde. Et du coup, c'est vrai que souvent ils sont un peu plus isolés, mais quand après c'est bon délire, tu arrives à bien t'entendre. Quand c'est la compète. Mais par contre, en dehors, tu peux très bien t'entendre, quoi. Oui, bah c'est ça dans beaucoup de sports, hein. De toute façon, t'as beaucoup de sports où les gars, je sais pas, ils sont 5, 10 et à toutes les grosses compètes, ils croisent les mêmes personnes. En plus, le CrossFit, t'as quand même beaucoup de données parce que les WOD, ils peuvent être complètement différents d'une compète à une autre. Imaginons, je sais pas, tu fais du judo. Alors c'est pareil, hein, un combat, ça se passe de façon toujours différente, mais tu sais très bien que ton adversaire, il a des spécialités quelque part, il va utiliser toujours un petit peu les mêmes prises et autres, voire même tu peux commencer à l'analyser à la télé. Donc c'est vrai que tu te retrouves à faire des combats, tu connais la personne, tu connais même sa technique, tu sais très bien ce qu'elle risque de faire, donc tu prépares tes propres parades avant. Et pour autant, je pense que t'en as plein qui s'entendent très bien, voire même qui s'entraînent dans Ouais, les ouais. mêmes centres. Non, carrément. C'est ça qui est bizarre avec la compète à haut niveau, quoi. Tu dois te Ouais. défoncer sur le terrain et en même temps, tu peux te faire de vrais amis à côté, quoi. Ouais, bah carrément. C'est dans tous les sports, hein. Tu regardes, ben, ouais, tous ces sports de combat, tout ça. Bon, t'as 2, 3 boxeurs qui s'aiment pas trop, mais souvent les mecs se boxent, ils s'ouvrent la tronche et puis après, ben, ils se checkent, ils se félicitent si l'un ou l'autre a gagné, quoi. Ouais, il y a du respect. C'est Il y a ça, beaucoup de respect, je le pense. fair play.
Oui, et puis je pense que quand tu t'en chies beaucoup, il y a aussi un truc, si t'es pas trop con, où tu te dis que le gars en face de toi, qui gagne ou qui fasse une place derrière toi, il en a chié comme toi à l'entraînement pendant des mois, voire des années. Donc il y a théoriquement quand même en tout cas, ce respect de l'éthique de travail des uns et des autres, quoi. Carrément, Dans l'idée, il faut essayer de s'en souvenir. c'est sûr, c'est sûr. Il me reste que quelques petites questions, plutôt axées compétition au sens très large du terme, hein, parce que là on était plus quand même sur les Open et sur les quarts. Tu as participé à plusieurs sanctionals. Les French, hein, évidemment, sont les plus connus. J'ai vu que tu avais fait également les Reykjavik CrossFit Championships. Mm. C'est ça? Ouais, Oui, c'est c'est ça. bon. Je suis contente, tu confirmes, trop bien. En gros, quel est ton meilleur souvenir de compète? Et à l'inverse, est-ce que tu as une anecdote, enfin vraiment le pire souvenir que tu puisses nous donner? Je commence par le pire ou le mauvais? Comme tu veux. Non, je vais commencer par le bon. Le meilleur souvenir, disons le plus récent, c'était vraiment au French quand on était à l'intérieur du vélodrome et il y avait, on a chanté la Marseillaise, tout ça. J'étais dans la vague numéro 1, enfin avec tous les gros cochons et on partait sur un WOD. C'était 10 tours où il me semble que c'était 10 sumo deadlift high pull et 10 sto, enfin ou 15 et 15, je sais plus, mais bref, c'était un WOD vraiment dur. Et cette sensation au milieu du stade avec la Marseillaise, tout le monde qui est là, t'as vraiment beaucoup d'émotions. Ça, c'était vraiment cool, tu vois. C'était vraiment un événement du CrossFit que j'ai kiffé. Après, il y avait un autre événement, c'est clairement aussi à Reykjavik. Cette ambiance et ça reste, enfin, ça restait une compétition de fou. Donc, quand t'étais au milieu, sous les projecteurs, tout ça, que t'avais un bon floor pour WOD, c'était vraiment ouf. Donc c'est vraiment plus des émotions, tu vois, que je me souviens qui sont vraiment, vraiment bonnes. Et après, sur le souvenir, vraiment le pire, franchement, j'arrive pas à en trouver des pires, c'est le trail, le Mountain Trail à Reykjavik, la première épreuve. C'était, mais tellement dur mentalement. En fait, on avait une montée de 3,5 km. On savait pas où on allait. Il y a que, t'avais Goodmanson, lui, il connaissait, c'était à côté de chez lui, donc tu voyais que le mec, il était réglé. D'ailleurs, si j'avais su, j'aurais suivi plutôt que partir comme un âne et après être au bout de ma vie, au bout d'un kilomètre. Parce qu'en fait, tu partais dans la montagne, donc tu avais, je sais plus combien de dénivelés, mais il y avait beaucoup de dénivelés d'un seul coup. Et en fait, tu t'avais pas de repère, tu savais pas où t'allais. Donc, tu faisais l'effort sur une montée, t'essayais de marcher, t'avais les autres concurrents, tout ça, t'essayais même des fois de trottiner, de courir. Tu passais à une butte et t'avais une autre butte qui était encore plus grande, avec des pierriers, des trucs comme ça. Du coup, l'effort mentalement, tu savais jamais quand ça s'arrêtait. Moi, j'avais ma montre où je savais que c'était 3,5 km. Donc, j'étais là, je regardais les kilomètres, je me disais, purée, j'en chie, mais il me reste encore 2 kilomètres. Donc, c'était vraiment dur mentalement. Puis, ça te casse le dos, t'es pas forcément préparé. T'arrives en haut, t'es rincé. Par contre, t'es content de l'avoir fait, mais c'était vraiment tu vois, la sensation la plus horrible que j'ai pu vivre sur un WOD, tu vois. Ah, voilà, typiquement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est du mental. Hein, parce que quand tu commences à faire des trucs comme ça et que t'as pas forcément envie d'abandonner sans aller jusque-là, mais que t'es en train de te dire, putain, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Et que tu sais pas quand ça va s'arrêter. Putain, Ouais. c'est chaud quand même. T'as les autres concurrents qui sont derrière. Moi, je me souviens, il y avait Street Turner qui était derrière. Donc, moi, je savais qui c'était. Bon, lui, il savait sûrement pas qui j'étais. Mais je me disais, putain, faut que j'arrive à le tenir, faut que j'arrive à rester devant et tout. Tu parles, il m'a doublé à la fin et tout. Mais c'était vraiment, tu te challengeais, mais le corps, tu le mettais vraiment, tu le mettais à rude épreuve, quoi. Bon, du coup, plus de sanctionnal de prévu. Si j'ai bien compris, de toute façon, maintenant, le processus a changé définitivement, il me semble. Ouais. Enfin, en tout cas, durablement pour l'instant. Du coup, les prochaines échéances, putain, à chaque podcast, je m'appuie sur cette phrase. C'est pas possible. Les prochaines échéances pour toi, quelles sont-elles? Ah, et ça fait beaucoup de S quand même, hein. Ah, Donc, c'est pas facile, hein. c'est pas facile. Non, on a bien sûr les 2000 hein, en team. C'est la première échéance, on se concentre là-dessus. On va essayer de tout donner pour jouer la qualif pour aller aux Games. Et après, je sais pas trop quand est-ce que les Marseille auront tombé, mais il y aura les Marseille, je pense, fin de l'été ou début de l'automne. Je sais pas trop comment ils ont prévu leur truc. Et la troisième chose, c'est les AF3. Donc ça, c'est la compétition du functional fitness. Et donc, il y aura les qualifs en France pour être dans le top français. Et après, il y aura les championnats du monde qui se font en Australie normalement. Et c'est en fin d'année.
Donc, si c'est comme l'année dernière, si on est dans les 3 meilleurs Français chez les hommes, on est qualifié pour aller du coup en Australie. Donc voilà, ce sera ça l'autre objectif un peu majeur de l'année. Et puis après, j'ai des petites compètes avec mes frangins, des petits trucs dans le coin, mais on va plus y aller pour rigoler, passer des bons moments que vraiment être dans l'esprit ultra compète, quoi. Ok, bah, et comment du coup tu te projettes, toi, dans les prochaines années, en termes de projet pro, mais en termes même d'athlète, quoi. Ben, en termes d'athlète, moi j'aimerais bien aller encore jusqu'au bout de mon potentiel. Je suis pas arrivé encore sur le plateau où je sens que je stagne et que j'arrive plus à progresser et que je suis en galère et que du coup bah ça me saoule un peu, que j'ai envie de changer mon fusil d'épaule. Donc l'idée c'est d'aller le plus loin possible et de viser ben les games clairement. Et et sinon sur le côté pro, pour le moment, disons que j'adapte mon côté pro pour le côté athlète. Et après, par la suite, j'aimerais bien soit travailler dans une bonne salle, avoir des responsabilités, être dans un bon esprit et pouvoir apprécier mon travail, me lever le matin et pas avoir l'impression d'aller travailler. Soit ça va être d'avoir ma structure et d'avoir un truc un peu à mon image, peut-être plus un peu entre le pilate, entre le crossfit, entre un peu le vélo, je sais pas. J'aimerais bien un truc un peu général, mais faut trouver l'idée encore. Il y a rien de concret, quoi. Mm. Donc Ah, tu faisais voilà. des bikings aussi? Bah, en fait, je faisais des bikings, mais quand je dis le vélo, c'est plus le outdoor, tu vois, aller faire du VTT, faire du vélo de route, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc, ouais, ouais, ce serait plus essayer de regrouper un truc dans le style par la suite, Un mais centre bon. aéré pour adultes, quoi. Ouais, voilà, on peut dire ça, un centre aéré pour adultes, avec une salle de jeu et tout, des spectacles à la fin du mois, et puis voilà. Un baby-foot, Ouais, voilà. surtout un baby-foot. Non, mais voilà, ouais. Je t'ai pas demandé d'ailleurs tout à l'heure parce que tu me parlais de Woodmanson, tu me parlais de Street Horner. Est-ce qu'il y a des athlètes que tu suis encore maintenant ou juste enfin, qui ont pu t'inspirer à un moment ou qui t'inspirent encore d'ailleurs en tant qu'athlète et en tant que coach? En tant qu'athlète, moi, au tout début, je m'étais inspiré pas mal de Lucas Parker. J'avais bien aimé. Je pense que tout le monde, un peu, tous ceux qui découvrent le CrossFit, ont toujours vu l'image de ce gros bûcheron avec cette grosse barbe. Mais ouais, c'était, Rousse. ouais, en plus. Mais mais ouais, c'était un peu Street Corner. Et puis après, c'est toujours en France, moi, je me suis toujours inspiré de Willy parce que c'est le premier qui a vraiment élevé le niveau en France et qui a fait rayonner la France dans le monde entier sur le CrossFit. Donc ouais, il y a Willy qui m'inspire pas mal. Et d'ailleurs, c'est quand même satisfaisant aujourd'hui de pouvoir se challenger avec lui, même si il nous rousse toujours autant. Mais c'est toujours ouais, satisfaisant. Et après, plus dans les athlètes internationaux, moi j'aime bien Ben Smith. J'aime bien un peu sa philosophie, être tranquille, faire ses entraînements, continuer à progresser, être toujours dans le game sans trop rien dire. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Hmm. Mm. Ouais, c'est des athlètes qui représentent aussi quelque chose, quoi. Ouais, ouais, carrément, carrément. Ok, et il me reste donc une toute dernière question, puisque comme je te disais, je t'ai stalké un petit peu sur Instagram. Est-ce que tu as des cours d'anglais de prévus en 2021? Et je remarque juste un truc, c'est tout à l'heure, tu nous as dit la compétition des Reykjavik, tu nous as fini par un bon championships, donc je savais pas si t'étais à l'heure de l'apéro ou si c'était ton accent un petit peu qui ressortait. Mais non, Ok, c'est vrai que je l'ai bien mérité. non, c'est vrai que sur l'anglais, c'est pas mon fort. On va dire que je comprends les choses, mais quand je veux parler, c'est un peu pitoyable. Donc Est-ce que tu ouais. peux nous redire 2021, s'il te plaît? Euh, donc 2021, voilà. Ah, en anglais, mince. Non, 221, on va dire ça comme ça. Ok, parfait. Bon, Ah effectivement, non, en maintenant que plus, tu je m'as t'ai dit une attaqué sur le connerie, tu temps. vois. Je t'ai dit 200, c'est 2021. Tu vois, regarde, c'est pitoyable, c'est ce que je t'avais dit. Bon, bah voilà, comme ça te laisse une petite marge de progression entre ton DU de prépa mentale et tes cours d'anglais. Merci, c'est Mais gentil. Babel sur ton téléphone, tu vois. Ouais, tu vois, j'avais essayé Duolingo, mais ça a duré un petit mois et après, j'ai complètement décroché. Hmm. Ouais, non, mais il y a des trucs comme ça dans la vie que tu sais très bien que tu vas essayer pour un mois maximum. Ouais, Genre ça, Duolingo typiquement, ou les trucs de méditation. C'est ouais, qu'au début, tu vas trouver ça super cool et puis assez rapidement, t'as l'air d'un con et exactement. tu finis par arrêter. En général, les trucs de mobilité, soit t'accroches, soit tu fais ce même truc, tu fais le test, t'es tout content, tu te rends compte que t'es raide comme un coup de trick et t'en fais plus jamais. Ah non, on peut appeler ça des expériences, tu vois. Tu testes. C'est une petite expérience, tu vois, et puis
Puis après, ça reste comme ça, quoi. Cool. Écoute, merci d'avoir pris le temps, en tout cas, de venir sur le podcast. C'était plutôt sympa. Je te souhaite en tout cas, je vous souhaite, puisque du coup vous êtes en équipe, plein de bonnes choses pour les demi qui arrivent. Moi, je trouve ça, je suis plutôt enthousiaste avec ces nouveaux formats, effectivement, parce que du coup, il y a plus de Français qui vont plus loin. Donc, dans le positif, ça fait que vous êtes quand même pas mal à suivre entre les équipes et les indives. Donc, voilà, quand on est un petit peu chauvin, on est content. Donc, C'est sûr, j'espère cool. que ça va se passer au mieux pour vous tous. Et puis, je prendrai plaisir à vous suivre. Eh ben, merci à toi en tout cas pour avoir fait ce petit podcast. C'est toujours cool. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.